Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, en partenariat avec GOG.com, on va voir ensemble pourquoi certains vieux jeux qu'on adorait tant lorsqu'on était de simples chérubins sont malheureusement parfois introuvables lorsqu'on veut y rejouer une fois devenu un adulte mature et responsable. Et pourquoi en partenariat avec GOG? Eh bien tout simplement car le tout premier Diablo ressort sur cette plateforme. J'en reparlerai plus en détail à la fin de pourquoi c'est quelque chose d'assez sympa aujourd'hui et pourquoi c'est quelque chose qui est mis en avant alors que bon, le jeu il a quand même plus de 20 ans aujourd'hui et certains ici n'étaient même pas nés quand il est sorti. Et oui, car dans cette vidéo, on va parler de jeux qui sont sortis il y a fort longtemps, qui font souvent partie de nos souvenirs d'enfance et qui malheureusement ne restent souvent que des souvenirs, car y rejouer par nostalgie n'est pas quelque chose de facile. Alors pas parce qu'on est devenu vieux et que nos réflexes sont maintenant proches de ceux d'un paresseux, mais plutôt car il est soit devenu impossible de lancer le jeu en question, soit carrément de le retrouver si vous n'avez pas gardé le CD quelque part chez mamie. Et encore, des fois ça ne suffit pas. Pour ce qui est de la rétrocompatibilité de ces jeux datant du siècle dernier, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, que je vous mets d'ailleurs en fiche en haut à droite si ça vous intéresse. Mais concrètement, pour résumer rapidement si votre mémoire vous a fait faux bond depuis, des jeux peuvent utiliser des ressources de votre système d'exploitation. Et des ressources qui existaient à l'époque de Windows 95 n'existent plus forcément sur Windows 10 car elles sont aujourd'hui obsolètes, et donc l'appel de ces ressources devient un petit peu plus compliqué, ce qui rend soit le jeu instable comme dans la vidéo d'Amixem où les jeux tournent à 1 ou 2 FPS, ce qui est pas énorme, hein, vous en conviendrez, pour un jeu qui ne nécessite même pas un millième de la puissance de votre super carte graphique de PC Master Race, soit se met à crash de manière impromptue, que ce soit pendant la partie si vous avez un peu de chance, voire au démarrage si vous en avez pas du tout. Mais dans cette vidéo, c'est pas forcément de ces problèmes là dont on va parler pour pas faire redite, mais plutôt de savoir comment ça se fait que beaucoup de vieux jeux ne sont plus du tout trouvables, et que malgré les plateformes de téléchargement qu'on trouve à gauche et à droite, bah il n'y a pas vraiment de possibilité de les retrouver, puisque ces derniers ont été créés à une époque où le dématérialisé n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui, et donc que les copies étaient limitées à un certain nombre d'exemplaires, et une fois qu'il n'y en a plus, bah il n'y en a plus. Là on parle du jeu vidéo comme un produit de consommation et non comme une œuvre vidéo ludique, ce qui pose un peu un souci pour avoir une trace de son histoire. Déjà, le premier gros problème, et donc la première grande raison de pourquoi certains vieux jeux ne sont plus en vente avec ces nouveaux systèmes dématérialisés, eh bien ce sont les éditeurs ou les ayants droit. En effet, il faut pouvoir trouver un terrain d'entente pour que la plateforme puisse proposer le jeu tout en rapportant de l'argent aux possesseurs de l'œuvre originelle. Et parfois c'est un petit peu compliqué avec des secteurs qui ne connaissent pas trop le milieu du monde vidéoludique. Quand on voit comment il est discrédité rien que dans les médias classiques en disant que tout le monde pirate ses jeux quand ils sont dispo en ligne, tu m'étonnes aussi. Et à cause de ça, on perd de sacrées perles aujourd'hui. Pour moi, l'exemple que je trouve le plus probant avec ce que je viens de dire sur les éditeurs en parlant des jeux de qualité que peu de gens peuvent retrouver aujourd'hui sont les jeux Simpsons, que ce soit le GTA-like qui est les Simpsons Hit and Run ou encore le jeu d'aventure qui est les Simpsons le jeu. Oui, le jeu fait partie du titre du jeu, j'imagine que les commerciaux derrière se sont dit qu'afficher le jeu sur la boîte d'un jeu PS3 aiderait les consommateurs à comprendre que c'est un jeu. Bref, eh bien vous comprendrez bien que des jeux les Simpsons sont pas forcément les plus simples en question d'obtention de droits. Et oui, car plus la licence est protégée, plus les plateformes doivent se battre pour récupérer ces 10 jeux. Et là-bas, vu qu'il y a la Fox derrière et qu'une licence Simpson doit se compter en milliers de kebabs, ça doit être compliqué de sortir les billets et en même temps de proposer un prix compétitif aux joueurs. Dans le cas du premier jeu, il est certes sorti sur PC, donc trouvable un peu plus facilement de manière typiaque. Il en reste néanmoins très compliqué à trouver de manière légale. Il n'est non plus sur aucune des plateformes de téléchargement que l'on connaît. Donc pour se le procurer, il faudra soit passer par Amazon et acheter une vieille copie d'occasion que vous allez payer vraiment cher sa mère, soit fouiner les brocantes et les moult cash pour espérer tomber sur les fameux CD. Mais bon, même si vous arrivez à le trouver, il y a possibilité que le jeu ne marche pas sur votre bécane, comme on l'avait vu la dernière fois. Et là, bah, il n'y a absolument aucun support pour vous aider à régler le problème, que ce soit la plateforme en elle-même ou la communauté. Et donc, bah, ça deviendra un achat fort inutile. Dans le cas du second, c'est encore pire. On a vu que le premier était sur PC et donc qui n'était pas si rare que ça, étant donné que les gens qui veulent y jouer ont quand même un moyen pour y arriver. Et bien ici, c'est pas le cas, et donc le prix des différentes versions ont juste explosé. Et ça pousse encore une fois le piratage énormément, vu que l'accès au jeu est devenu très compliqué, ce qui est fort dommage parce que bah, c'est encore une fois des jeux très sympas. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet de vidéo de pourquoi les gens piratent, car
finalement c'est aussi parce qu'il n'y a pas de système légal pratique. Genre avant tout le monde téléchargeait des films par centaines, aujourd'hui tout le monde a un compte Netflix payant. Si une vidéo sur le sujet vous intéresse, et bien vous connaissez la chanson, dites-le moi dans les commentaires car il y a pas mal de choses à dire. Mais pour revenir sur le sujet de base, c'est à cause du fait que ces jeux soient limités qu'ils deviennent de plus en plus rares et de plus en plus chers. Là où s'ils étaient disponibles sur une plateforme de téléchargement, ça ne serait pas le cas, vu qu'il n'y a pas de limite de copie. Si le jeu est acheté une fois ou 150 000 fois, ça ne change absolument rien à la production de disques, puisqu'elle sera totalement nulle dans les deux cas, vu qu'on téléchargera ça sur des serveurs. Le second grand souci à la disparition de vieux jeux sont aussi les DRM, autrement dit les Digital Right Management, car même si les jeux sont disponibles de manière dématérialisée, ça veut pas pour autant dire qu'ils seront jouables. Alors oui, à la base de la base, ces protections-là sont ici faites pour empêcher le piratage d'un jeu, et donc de ne pas permettre un partage de ces fichiers sur un CD dans la cour de récré. On se rappelle tous de ces vieux CD gravés avec un coup de feutre indélébile dessus pour nous rappeler ce qui se trouve dessus. Ça avait presque plus de charme que les vrais CD. Dans le cas de GOG, il n'y a pas du tout de DRM, et donc les jeux sont jouables sans connexion au launcher optionnel GOG Galaxy. Mais dans d'autres, il faut tout de même avoir une présence sur le launcher. Néanmoins, ce ne sont pas les DRM les plus violents, car on va voir que parfois ça abuse carrément. Et certes, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais ça peut se comprendre. Ça ne plaît pas énormément aux éditeurs de se dire qu'ils vont perdre de l'argent en proposant un accès trop simple à son jeu, car ce dernier risque d'être partagé gratuitement. Mais parfois, ils vont utiliser des protections qui vont aller beaucoup trop loin et qui vont rendre l'exécution du jeu impossible, ce qui va au final provoquer l'effet inverse. La protection la plus classique est la clé d'activation, qui dans un contexte où le compte est maintenu permet de garder son jeu sur la plateforme en question, mais qui fait que le CD devient alors inutile et qu'en faire des copies ne servirait à rien. Alors oui, ça peut être pratique pour retélécharger son jeu à n'importe quel moment directement sur le launcher, que ce soit Steam, Origin, Uplay voire GOG en fait, sauf qu'en dehors de ce dernier, il sera impossible de lancer le jeu, et si par exemple en fouillant les placards de grand-père vous retrouvez votre copie du premier Half-Life à côté d'un vieux paquet de biscuits, et bien si vous avez perdu le compte Steam correspondant, la boîte du jeu ne servira absolument à rien. Parfois, ces protections sont encore plus lourdes que ça, en limitant le nombre d'installations du jeu. On peut notamment parler de BioShock 2 avec le Securom DRM qui permettait d'installer le jeu seulement une quinzaine de fois. Il suffisait d'avoir quelques soucis avec les dossiers du jeu par-ci, de faire quelques formatages par-là, et hop, il fallait repasser à la caisse pour pouvoir reprofiter de ce dernier. Hallucinant pour un jeu qu'on aurait pu acheter au prix fort de 60 ou 70 balles. Et si le jeu n'était plus en vente, eh bien RIP in peace. D'autres fois, il fallait être connecté H24 au serveur du jeu pour pouvoir y jouer, comme ce fameux nouveau SimCity qui avait fait un énorme tollé en 2013. Ce fameux jeu de gestion que beaucoup attendaient a fait un énorme flop, déjà parce que le jeu était buggé et pas très bon, mais surtout car ce dernier demandait d'être connecté H24 au serveur, même pour jouer hors ligne. Et donc vous le voyez venir, hein, si un jour les serveurs ferment, le jeu ne devient plus jouable, vu que la connexion ne peut tout simplement plus se faire. Bon, dans le cas de SimCity, cette restriction a été retirée depuis, mais imaginez un studio qui fait faillite, ils auront clairement pas le temps de rendre ce dernier accessible sans la connexion au défunt serveur. Et ce genre de protection qui rend le jeu inutilisable n'est clairement pas récent. On peut prendre le cas du jeu Fort Boyard, le jeu, décidément. Dans ce cas-là, il fallait carrément appeler un numéro pour avoir une clé d'activation du jeu. Et vous la sentez la douille? L'éditeur a fermé depuis et donc le numéro aussi, ce qui rend l'accès au jeu très compliqué, et donc il va falloir bidouiller et donc faire ça de manière pirate bien sûr pour pouvoir le lancer. Certes, c'est pas un grand jeu dans ce cas-là, d'ailleurs il est passé dans un joueur du grenier, mais quand même ça fait peur de se dire qu'on peut en arriver là. Et encore, tout ça c'est quand le jeu n'est carrément pas affecté par ce dernier au niveau des performances. Car dans certains rares cas, on se retrouvait avec un jeu avec une optimisation épouvantable à cause de ce DRM, au point que le jeu récupéré en Tipiak était bien plus agréable à prendre en main. Mais je dévie du sujet et encore une fois on en parlera une autre fois. Mais tout de même, les launchers et le dématérialisé sont pas forcément quelque chose de mauvais, surtout quand on parle de vieux jeux, mais même des jeux assez récents finalement, car grâce à ces derniers, il devient possible de les avoir dans sa bibliothèque dématérialisée sans avoir à garder les vieux CD plein de poussière, que de toute façon vous ne pourrez pas lire sur votre ordinateur qui ne contient certainement plus de lecteur aujourd'hui, mais surtout car ces derniers auront beaucoup plus de chances d'être mis à jour si la communauté autour est grande, et l'accessibilité à un jeu permet de maintenir cette dite communauté. Le meilleur exemple pour moi est Star Wars Knights of the Old Republic 2, qui est un jeu sorti en 2004 et qui a eu un nouveau patch 11 ans après. Oui, avec l'ajout de la compatibilité des dernières manettes et de la 4K, à vous les joies d'upscaler des résolutions de 2004 dans cette résolution 4K. En vrai, ça fait mauvaise langue dit comme ça, mais clairement c'est une très bonne chose, car en dehors
de tout ça, ça veut aussi dire que le jeu fonctionne encore aujourd'hui sur nos systèmes actuels, et que ce dernier n'est pas compliqué à trouver. Et c'est clairement pas aussi rare qu'on pourrait le croire de nos jours. Il y a aussi Warcraft 3 qui a encore des patchs aujourd'hui, alors que le jeu est sorti en 2003. Et encore une fois, c'est pas des petits patchs, il y a carrément eu des ajustements au niveau des stats, comme avec celui de novembre 2018 qui a ajouté un point d'agilité au stade de base du Seigneur des Abîmes. Ah bah maintenant, faudra pas s'étonner que tout le monde joue avec ce héros là. En conclusion, il y a beaucoup de jeux que j'aimerais retrouver aujourd'hui. Certes, parfois il s'agit de titres un petit peu obscurs, mais aussi il y a des jeux quand même très connus qu'on ne retrouve pas de nos jours. Parfois ça arrive que de tels miracles se produisent, mais bon, il faut pousser à l'industrie à le faire. Par exemple, on a vu ressortir Age of Mythology il y a pas longtemps, alors que ce dernier était devenu un petit peu compliqué à trouver. Donc qui sait, peut-être qu'un jour les jeux Simpson reverront la surface de la Terre. Merci à GOG.com d'avoir sponsorisé cette vidéo. Justement, sur la plateforme du papa de The Witcher, il y a le tout premier Diablo qui vient d'être remis en ligne. Alors on pouvait facilement trouver le 2 et bien évidemment le 3 quand même, mais le 1 était assez galère à trouver de manière légale avec un support tout autour, vu qu'il n'était même pas proposé sur le store de Blizzard. Car encore une fois, on parle d'un vieux jeu et donc d'un jeu qui de base ne supportera pas forcément votre build actuelle et dont les serveurs multijoueurs ne fonctionnaient malheureusement plus de toute façon. Si vous ne connaissez pas Diablo, bah déjà sérieux les mecs, va falloir quand même apprendre un petit peu l'histoire autour des jeux vidéo, mais sinon bah c'est un hack and slash extrêmement connu dans lequel il va falloir se frayer un chemin dans l'antre du diable tout en affrontant ces milliers de sbires. C'est donc à l'aide de l'expérience et de l'équipement acquis que vous pourrez vaincre ce fameux démon à cornes. Bref, c'est encore aujourd'hui un monument du jeu vidéo et même si effectivement il a un peu vieilli, le gameplay est toujours aussi efficace. Si ça vous intéresse, je vous mets bien évidemment le lien vers la boutique de GOG en description. Ça vous permettra de le télécharger et ce sans DRM, donc avec une totale liberté. Et vous alors, quels sont les vieux jeux que vous adoreriez retrouver aujourd'hui? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si ça se trouve, l'éditeur d'un de ces derniers va voir votre commentaire et va faire ce remake et vous permettre d'y rejouer. On sait jamais après tout. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos un maximum pour essayer de faire perdurer des œuvres vidéoludiques qui peuvent possiblement tomber dans le néant. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!